Bonjour les amis, j'arrive, je suis là, j'essaye de mettre l'autofocus en autofocus pas, et donc normalement, coucou, me voilà, je suis là. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau JT du Grenier. Et bien, encore une semaine extrêmement chargée, et alors, cette semaine, je reçois beaucoup de mails, de courriers, de commentaires évidemment, et l'une des questions qui revient vraiment le plus souvent aujourd'hui, c'est ma banque. Voilà, ma banque, quel risque de faillite pour ma banque, quels sont les risques de faillite aujourd'hui. Donc nous allons voir ça ensemble. Crise, les banques vont-elles faire faillite? Et puis évidemment, en fonction de la réponse et de l'analyse et des éléments de réflexion qu'on va partager ensemble ce soir, quelles vont être les mesures d'urgence que vous pouvez être amené à prendre, avec toujours en tête un principe que j'affectionne particulièrement. On essaye toujours de prendre des décisions du type face, je gagne, et pile, je ne perds rien. Voilà, donc c'est des décisions qui sont un type de décision, vous devez toujours essayer de passer votre décision au crible de ce critère-là. Face, je gagne, cette décision va me rapporter quelque chose, et pile, si je la prends, et de toute façon, dans le pire des cas, je ne perdrai rien. Et donc ça, c'est quand même, en général, une meilleure décision, une bonne décision, ou une moins mauvaise décision, en fonction, évidemment, de la situation. Il est dimanche 19 avril, il est 8h20, c'est parti, en avant les copains. Alors, les faillites de banque, pourquoi vous êtes aussi nombreux à vous poser la question? Pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément connu la crise de 2008, quand elle a atteint son paroxysme, les crises bancaires, ça peut paraître purement théorique. Mais en revanche, pour tous ceux, les plus nombreux, qui ont vécu il y a 10 ans, enfin un peu plus de 10 ans maintenant, la crise de 2007-2008, eh bien évidemment, tout est parti d'une faillite d'une banque américaine qui s'appelait la Lehman Brothers, plus de 10 ans déjà, et donc c'est de sinistre mémoire, puisque c'est comme ça qu'a démarré la crise de 2007-2008, qui a ruiné énormément de gens. Voilà, donc c'était juste pour faire ce petit rappel historique. Évidemment, il y a des précédents, mais c'est pas le seul précédent. Souvenez-vous de Chypre, c'est un autre événement qui a également traumatisé et marqué durablement les épargnants, particulièrement les épargnants chypriotes, évidemment, les Grecs qui se sont fait, alors on utilisait même le verbe chyprer, pour la petite blague, entre guillemets, c'est une blague d'épargnant, c'est une blague économique, faut pas nous en vouloir, de cet humour-là, on disait se faire voler ses sous, se faire piquer ses sous par l'État pour renflouer la banque, ça s'appelait se faire chyprer ses économies. Donc à Chypre, les pauvres, ils se sont fait chyprer jusqu'à 47% des avoirs, un peu plus de 47% des avoirs qui étaient au-dessus de 100 000 euros de dépôt. Mais enfin bon, quand vous aviez 200 000 euros, eh bien vous aviez 200 000 euros moins 47 000 et on vous les prend comme ça, merci, au revoir. Je suis content que vous ayez joué, j'avais besoin de vos sous, votre argent m'intéresse, vous ne savez pas à quel point. Donc voilà, autre élément qui a marqué durablement les épargnants, évidemment, les chyprages que vous aviez pu avoir à Chypre. Autre encore exemple, la Landbanski. Alors là, c'est la Landbanski Luxembourg. C'était une banque islandaise qui avait fait une faillite retentissante. De mémoire, c'était également la banque d'Enrico Macias. Ça lui a coûté 20 millions d'euros, le pauvre. Et donc, la Landbanski, qui avait des filiales dans tous les pays, y compris au Luxembourg, a fait faillite. Et donc, ça a ruiné des milliers et des dizaines de milliers d'épargnants qui ont perdu également des sous dans l'affaire. Et donc, voilà, les faillites bancaires, ça arrive. Et ça n'arrivait pas uniquement à la préhistoire, ça arrive aussi, bien évidemment, dans notre économie moderne et récente. Donc, voilà, les faillites bancaires, c'est une réalité. Alors maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu dans l'analyse ensemble et de voir si les banques, notamment françaises, c'est celles qui nous intéressent le plus, risquent de faire faillite. Et pour ça, on va faire de la comptabilité. Je vous interdis d'éteindre la vidéo à ce moment-là, parce que vous allez voir, je suis sûr que pour la première fois, vous allez comprendre de manière limpide un cours de compta. Alors, ce n'est pas une leçon de comptabilité pour les nuls, parce qu'en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que vous n'êtes pas nul en comptabilité, quand même vous avez toujours fait un blocage sur la comptabilité. La comptabilité, c'est super simple si on l'explique de manière
simple et accessible à tous. Donc ça va être une leçon de comptabilité pour épargnants prudents et pour youtubeurs attentifs. Allez, suivez-moi les copains. Ça, ce que vous avez ici, c'est le bilan au 31 décembre 2019 de BNP Paribas. Si je prends l'exemple de BNP Paribas, c'est pour deux raisons. D'abord, je suis un ancien de BNP Paribas, donc en tant qu'ancien de cette maison, ça me parle plus. Et puis, tout simplement parce que c'est aussi la plus grosse banque, tout simplement française, et donc la plus systémique. Donc c'est intéressant de prendre cet exemple-là pour pouvoir regarder un petit peu quelles sont les grandes masses et les grands chiffres. Alors, dans un bilan, on a l'actif et on a le passif. Et donc là, c'est à l'actif pour une banque, c'est les sous que l'on doit à la banque. Donc à l'actif de la banque, dans son actif à elle, on va retrouver toutes les créances dont la banque est propriétaire. C'est assez simple à comprendre. L'actif, ce qui rapporte de l'argent à la banque, ce qui est son actif à elle, Pépette Soussou, c'est les créances qu'elle détient. Et donc les créances qu'elle détient, c'est tout simplement les sous que nous, les consommateurs, les emprunteurs immobiliers, les emprunteurs de la petite PME qui a voulu changer son camion, sa camionnette, son four, enfin le boulanger qui a voulu changer son four, le salon de coiffure qui a dû refaire sa devanture, nous, on fait des prêts, dans la vraie vie, nous, on fait des crédits. Et donc, ces crédits, en fait, c'est une créance que la banque détient sur sa clientèle. Donc, c'est notamment tous les prêts qu'elle a octroyés. Et donc, tous ces prêts qu'elle a octroyés pour BNP Paribas, c'est 805 000 ici. Je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est 805 000 quoi ? 805 777 milliards d'euros. Oui. Nous parlons en milliards d'euros, et là, c'est bien 805 000 milliards d'euros. Donc, c'est les 805 000 qui sont en millions d'euros, on les convertit, et donc, c'est 805 milliards d'euros. Vous avez donné par BNP Paribas, qui est la plus grande banque française, 805 milliards d'euros de crédit à ses clients. Donc 805 milliards d'euros, ça fait quand même pas mal. Je ne vous la ferai pas à la Krasuki, 805 000 millions de milliards, non, c'est 805 milliards d'euros de crédit à la clientèle, donc de créances que la banque détient sur nous tous, les clients que nous pouvons être, et donc qui avons fait des crédits. Ça, c'est ce qu'on retrouve à l'actif. Si jamais demain la banque fait faillite, dépose son bilan, eh bien dans son bilan, elle a pour 805 milliards d'euros. Il y a plein d'autres choses, mais je vous prends la ligne, c'est d'ailleurs la ligne la plus grosse, celle-ci. Je vous prends celle-là parce que c'est ce qui nous parle le plus. Donc j'ai dans mes créances bancaire, le repreneur, imaginez, la banque fait faillite, elle est reprise par quelqu'un, et ce quelqu'un, il va acheter les créances. Il va acheter les créances de la société, ce qui a son actif, donc les actifs de la banque, ce qui va rapporter de l'argent, c'est évidemment les prêts que nous devons lui rembourser, donc on va aller racheter, il y aura quelqu'un qui ira racheter les créances, les prêts, c'est 805 milliards d'euros qui sont à l'actif du bilan de la BNP. Donc ça, c'est l'actif. Vous avez compris ce que c'était que l'actif d'une banque. Et puis, là, nous avons le passif. Et au passif, ça va être l'inverse. C'est tout ce que la banque va devoir au tiers, de manière générale. Le tiers étant un fournisseur comme un client. Donc il y a plein de tiers possibles. Nous, on va regarder que la ligne qui nous intéresse le plus. Et donc là, ce n'est pas les sous que l'on doit à la banque, c'est les sous que la banque nous doit. Et donc là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une ligne très intéressante ici qui est les dettes. Vous voyez, c'est les dettes de la banque envers la clientèle. Et qu'est-ce que c'est que ces dettes envers la clientèle ? Ce sont vos dépôts. Et donc vos dépôts, ce sont des dettes. Et en réalité, une dette pour la banque à son passif. Mais si si la banque elle a une dette, ça veut dire que vous, si vous aviez un bilan, vous, ça serait à votre actif, vous avez une créance sur la banque. Si vous avez des dépôts, vous avez une créance sur la banque. Et si la banque fait faillite, votre créance, elle ne sera pas remboursée, elle ne sera pas honorée. Et donc là, les Français, on a à BNP Paribas 834 667 très exactement. Nous sommes en... J'ai plus mes milliers de millions, machin, bref, on est à la Crasu toujours, ça nous fait 834 milliards d'euros de dépôt. Vous remarquerez d'ailleurs la similitude entre les crédits octroyés à la clientèle et les
dépôts déposés par la clientèle. Donc on a 834 milliards de dépôts et on est à 805 milliards de crédits. Donc ce sont des chiffres extrêmement proches, ce n'est pas tout à fait un hasard évidemment. Donc vous remarquerez là que la banque, elle a 834 milliards d'euros de dépôts qu'elle doit à la clientèle, c'est son passif, mais ces sous-là en fait ils n'existent pas. Ils n'existent pas, pourquoi ? Parce qu'ils ont été globalement dépensés dans cette ligne-là. D'accord ? Et que actifs et passifs sont équilibrés. Donc si demain, nous allions tous retirer, c'est valable pour tout le monde, pas la BNP en particulier, si demain nous allions tous retirer la totalité de nos sous au même moment, évidemment, vous savez bien qu'il n'y a pas les sous disponibles. Et vous avez ici, je voulais entourer ce qu'on appelle le capital, les réserves et les résultats de la période, bref, c'est ce qu'on appelle les capitaux propres, les fonds propres de la banque, et ils sont de 97 milliards plus 8, soit 105 milliards de fonds propres. Donc vous voyez 105 milliards de fonds propres à comparer à 834 milliards d'euros de dépôts et donc de créances envers la clientèle, envers vous, chacun des épargnants, chacun des déposants. Donc vous voyez qu'évidemment il n'y a pas le compte si jamais il fallait tout rembourser au même moment. Alors évidemment, on n'est pas censé tous aller demander nos sous à la banque au même moment, sauf quand il y a un bank run, une panique, et qu'évidemment, tout le monde se précipite parce que les gens ont peur. Et donc là, évidemment, on en revient au principe de confiance qui est fondamental. Alors, on retient donc dans ce cours de comptabilité premier niveau concernant les épargnants que vous êtes, actif égale passif, c'est équilibré. Les dépôts sont globalement égaux au crédit. Vous devez à la banque vos crédits, c'est donc une créance de la banque sur vous. Mais le dépôt, c'est l'inverse. La banque vous doit vos dépôts et donc c'est une créance que vous détenez sur la banque. Pour le dire autrement, une pièce d'or n'est pas une créance sur la banque. Je le redis, une pièce d'or n'est pas une créance sur la banque, contrairement à vos dépôts. Pour le dire encore autrement, pour aller plus loin dans la réflexion, dans l'explication, quand vous déposez des sous, vous avez l'impression d'avoir du cash, et quand vous avez une pièce d'or, vous avez l'impression d'avoir du cash. Et quand vous avez un billet, vous avez l'impression d'avoir du cash. Bref, on va même dire les choses différemment. Imaginez un billet de 100 €, une pièce d'or qui vaut 100 € ou une ligne, un relevé de compte qui vous dit que vous avez 100 € sur votre compte bancaire. Eh bien, ces 100 € qui sont sur une valeur, sur des supports qui sont différents, n'a pas le même risque. Les 100 € qui sont à votre banque, c'est une créance de la banque que vous détenez, vous, sur la banque. La pièce de 100 €, vous voyez bien qu'elle n'est la contrepartie comptable de rien. J'ai la pièce, point, je l'ai, elle est avec moi. Pour votre billet, c'est la même chose. À la limite, votre billet en poche ou votre pièce d'or, ça va être la même chose, à ceci près que la valeur de la monnaie peut à un moment donné s'éroder et pas la pièce d'or. Donc vous allez voir que justement, chaque support a ses avantages, ses inconvénients et ses facilités de transaction, de négociation, etc. qui ne sont pas tout à fait identiques. Mais gardez bien cette logique, votre compte courant, eh bien lui, c'est une créance que vous détenez sur la banque. Si la banque fait faillite, vos sous disparaissent. Si vous avez l'équivalent de votre compte courant en pièces d'or, la banque fait faillite, la pièce d'or, les pièces d'or, elles restent, mais pareil avec vos billets. En revanche, s'il y a un problème monétaire, les billets peuvent disparaître, les souris peuvent les manger, l'incendie peut les faire brûler, mais en revanche, vos pièces d'or resteraient. Donc voilà, encore une fois, gardez ça en tête, c'est très simple, mais c'est extrêmement efficace pour bien raisonner. Alors, les faillites bancaires, elles sont depuis 2014 encadrées par une directive européenne. Cette directive européenne, c'est une directive sur ce qu'on appelle la résolution des établissements. Oh, c'est beau, la résolution des établissements. Je vous donne le titre total, parce que c'est du politiquement correct, absolument, c'est divin. Établissant, donc directive du Parlement européen et du Conseil, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. En un mot, quand il y a une banque qui fait faillite, on fait du redressement et la résolution des établissements de crédit et
entreprise d'investissement. Voilà, c'est absolument divin. Vous pouvez regarder, c'est la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014. Vous pouvez trouver ça, c'est un document qui fait 160 pages, 159 très exactement, et vous pouvez le trouver sur Internet, il est en libre accès. Je vous résume ces 159 pages en un triptyque. L'essentiel à retenir, c'est qu'en fait, qui se fait tondre, comment et dans quel ordre. Voilà. En gros, cette directive européenne, elle dit quoi? Elle explique qui va se faire tondre, dans quelle mesure et dans quel ordre, en fonction de la gravité financière dans laquelle se trouvera telle ou telle banque, tel ou tel établissement financier qui aurait besoin de redressement et de résolution. Hein, en réalité, il va faire faillite, donc où est-ce que je prends l'argent? Alors, en premier, je prends l'argent, c'est chez les actionnaires. Ouais, super, ça c'est juste, c'est vachement bien. En second, chez les créanciers. Alors, chez les créanciers obligataires, chez ceux qui ont prêté de l'argent, les banques peuvent émettre des obligations, comme l'État émet des obligations pour financer sa dette. Donc, une banque peut émettre des obligations. Elle va émettre des obligations, vous allez donner vos sous, placer vos sous, vous allez recevoir un coupon, un taux d'intérêt, 3%, 4% annuel. Si la banque fait faillite, le créancier obligataire, eh ben, ça sera le deuxième à ne pas être remboursé dans l'ordre de ceux qui vont perdre des sous-sous. Et puis alors les troisièmes, et c'est ce que rajoute justement cette directive, eh bien ce sont les clients et les déposants, en théorie au-delà de 100 000 euros, c'est-à-dire vous. Pourquoi vous, moi, nous tous? Et pourquoi nous? Eh bien parce que on est les plus nombreux, puis souvenez-vous, c'était la plus grosse ligne dans le bilan au passif de la banque, c'était nos dépôts, à nous, les épargnants. Donc nos dépôts au passif, c'était la plus grosse ligne avec 834 milliards d'euros. Donc où est-ce qu'il y a des sous-sous à prendre quand il y a un problème? Et bien évidemment dans la case et dans la ligne épargnant. Alors on est censé avoir une garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros. Et voilà justement, bah oui, mais Charles, il y a la garantie des dépôts. Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la garantie des dépôts. Il y en a une, je ne sais plus de quand elle date. J'essaierai de vous la mettre dans la vidéo. Je ne sais pas comment ça s'insère encore, mais je vais peut-être y arriver. En tout cas, je vous refais l'essentiel. Sur le dernier rapport que j'ai trouvé, qui est le rapport du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le FGDR, dans le rapport 2008, qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, il est dit qu'il y a 4 276 millions, très exactement d'euros, 4 276 millions d'euros dans le fonds de garantie, dans les caisses. Donc, je vous rappelle, 834 milliards d'euros de dépôts rien qu'à la BNP pour 4 milliards d'euros, 834 4 milliards, ben c'est super, on remboursera les 4 derniers milliards, mais alors les 830, vous aurez que dalle. Voilà, donc vous voyez bien que il n'y a pas assez d'argent dans le fonds de garantie, et c'est pas qu'il n'y en a pas assez d'un peu, de beaucoup, c'est qu'il n'y en a pas du tout assez dans des proportions qui font que la garantie des dépôts est totalement illusoire en réalité par rapport à ce qu'il y a dans le fonds de garantie. C'est-à-dire que la seule garantie des dépôts crédible serait une monétisation importante réalisée par la Banque centrale, en l'occurrence la nôtre c'est la Banque centrale européenne, encore faudrait-il qu'elle soit d'accord. Et donc les dépôts en 2018, si on compare, en 2018 tous les dépôts dans toutes les banques c'était 2225 milliards d'euros en France, 2225 milliards d'euros pour 4 milliards d'euros présents dans le fonds de garantie, autant dire que ça fait rigoler, sans compter que, et là c'est le plus rigolo, le plus cocasse, vous avez sur ces 4 milliards 200 millions qui sont investis en actions, 1,3 milliard qui sont investis en obligations, sans doute de banques, 2,3 milliards investis dans des fonds monétaires qui appartiennent à des banques ou à des grandes institutions financières, 180 millions d'euros dans des contrats de capitalisation, et donc la ligne la plus intéressante, vous avez 193 millions de liquidités. Donc en réalité, les sous disponible réellement dans le fonds de garantie et de résolution des dépôts en cas de faillite, c'est 193 millions réellement disponibles, pas investis sur autre chose, pour garantir 2225 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près une année de PIB français,
bon courage, c'est donc illusoire. Mais, jusqu'à ce présent, là, on pourrait se dire, oh là là, le tableau que vous nous dépeignez, Charles, c'est absolument horrible, c'est affreux, on va tous perdre nos sous, on va être ruinés, machin, etc. Alors, pas forcément, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est évidemment celle-ci que vous voyez en intertitre, qui est « Les États n'ont jamais autant soutenu l'économie ». Contrairement à 2008, on n'a pas laissé de banques faire faillite, et je pense qu'à court terme, il y a des risques de faillite relativement faibles, et on va voir pourquoi. C'est mon analyse, c'est pas la vérité. Les banques peuvent faire faillite, mais j'essaye toujours de vous donner des pistes de réflexion avec le maximum d'honnêteté intellectuelle. Donc je suis pas là pour vous dire que c'est grave si j'estime en mon âme et conscience que ça ne l'est pas forcément. Et en l'occurrence, sur le sujet des faillites bancaires, je pense, peut-être en me trompant, mais mon analyse, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'à court terme, les États ne soutiennent pas les banques. Pourquoi? Imaginez qu'aujourd'hui, les banques comme la BNP Paribas, c'est pour ça que je vous ai pris cet exemple, fassent faillite. Et je ne sais pas si vous imaginez la gravité de la situation. Il ne s'agit pas d'aimer, pas aimer, d'être pour ou contre. C'est juste que si vous avez la plus grosse banque française qui tombe, toutes les autres vont tomber. Ça va être l'effet domino. Et si l'ensemble du système bancaire tombe, tout le monde perd ses sous, tout le monde est ruiné, il n'y a plus de transactions demain, on ne peut plus aller faire nos courses. Déjà qu'on ne peut plus faire grand-chose, enfin, vous imaginez un petit peu l'état de la situation et notre incapacité derrière à recréer une économie, à remettre une économie debout. Donc ce n'est pas forcément souhaitable. Donc comme ce n'est pas forcément souhaitable, on peut penser que les autorités ont retenu la leçon de ce qui s'est passé avec 2008 et la Lehman Brothers quand elle fait faillite. Ça a posé d'immenses problèmes et ça a coûté beaucoup plus cher de régler les problèmes de la faillite de la Lehman Brothers que ça n'aurait coûté cher que de sauver la Lehman Brothers. Et donc aujourd'hui, vous avez un État qui verse des primes à tous les soignants, au RSA, aux gens qui sont en RSA, etc., etc. Vous avez des versements d'indemnités aux indépendants, c'est-à-dire même les indépendants qui cotisent au RSI, les auto-entrepreneurs, les petits coiffeurs, les petits boulangers, non pas les boulangers, mais enfin si, même les boulangers, mais eux ils sont ouverts, donc ils n'y ont pas droit, mais tous les commerçants qui sont fermés, les gars qui sont sur les marchés sont fermés, etc. Tous ces gens-là peuvent recevoir aujourd'hui 1 500 € par mois. Vous avez un chômage partiel massif qui est indemnisé à hauteur de 84% de votre dernier salaire. Et vous avez enfin des prêts garantis par l'État, les PGE, on en reparlera. C'est plus de 450 milliards d'euros qui ont été engagés par l'État depuis un mois de crise. C'est absolument considérable. Il est évident que, en faisant ça, l'État nous donne une indication a priori sérieuse du fait que l'État ne fait pas tout ça pour en plus laisser une banque faire faillite. Donc s'il y avait à court terme une banque qui commençait à vaciller, je suis à peu près certain que l'État, renflouant la société Darty, renflouant la société Air France, disant qu'il était prêt même à nationaliser certaines entreprises, etc., etc., il est évident que l'État soutiendrait les banques. Donc mon analyse, c'est qu'à court terme, je dis bien à court terme, il n'y a pas de raison d'assister à une faillite bancaire retentissante ou sur un établissement de taille systémique. Donc c'est plutôt, à mon sens, une bonne nouvelle et ça devrait plutôt rassurer tout le monde. Ensuite, je voulais vous reparler des PGE, les prêts garantis par l'État. Il y a deux manières de voir ces prêts garantis par l'État. Ça peut être aussi, si on est un petit peu sioux, c'est qu'on regarde un petit peu les choses de manière point trop naïve, ce n'est pas uniquement financer les entreprises en difficulté, c'est aussi permettre aux banques, par exemple, la société Tartampion SARL a un gros découvert actuellement parce qu'elle est fermée, il y a beaucoup de dépenses qui sont passées, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre, donc le découvert est important et la banque va dire, eh bien, écoutez, monsieur le client, monsieur Tartampion, ça serait bien que vous preniez un PGE, un prêt garanti par l'État, et donc la banque, elle va transformer le découvert qu'elle a en compte, dont elle assume 100% du risque. Quand vous avez un découvert en blanc sans caution du patron, c'est un risque à 100%, donc imaginez, il y a 30 000 € de découvert, et donc ces 30 000 € de découvert, c'est 100% de risque pour la banque, et si je mets un PGE, un prêt garanti par l'État, dont l'État va prendre 90% du montant en garantie, eh bien il n'y aura plus que 10% du risque dans le bilan de la banque. Donc on peut aussi penser que indirectement, les prêts garantis de l'État, c'est une manière
pudique, élégante, discrète et efficace de transférer le risque qui était dans le bilan des banques vers l'État, c'est-à-dire nous, les amis, et nos futurs impôts. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a une forme, un petit peu de socialisation des pertes futures qui est en train de se préparer avec ces prêts garantis par l'État, et que donc, encore une fois, sur du court terme, il n'y a pas de raison que nous assistions à des faillites bancaires, mais les risques sont très élevés, évidemment, à moyen terme de faillite bancaire. Pourquoi? Parce que qui va payer? Qui va payer le coût de la crise? Qui va payer le coût des faillites? Qui va payer tout le coût de ces créances que la banque détient à l'actif sur nous, c'est-à-dire les crédits que nous devons lui rembourser et que nous ne lui rembourserons pas parce qu'évidemment, nous sommes fauchés comme les blés. Quelle va être la durée de la crise? Parce que vous imaginez bien que si la crise, le 11 mai, elle est terminée, youpi tralala, on déconfine et on recommence comme avant, on va peut-être s'en sortir. Mais imaginez que ce ne soit pas le cas. Et pour ceux qui sont abonnés à la lettre stratégie, vous connaissez mon point de vue, les différentes analyses qu'il y a sur ce sujet, les différentes possibilités, les différents scénarios que l'on peut travailler, et le scénario noir sur lequel on travaille, où effectivement le 11 mai on déconfine, mais enfin on déconfine en déconfiture. Donc voilà, c'est, si vous voulez, la durée de la crise, elle va avoir évidemment des impacts importants. La montée des impayés, évidemment, et des défauts de paiement, ça peut faire vaciller les banques. Alors, dans le qui va payer également, n'oubliez pas la crise de sortie de crise, qui sera une crise monétaire, une crise européenne, parce que est-ce que les Allemands vont vouloir payer toute la stratégie française ou toute la stratégie italienne de soutien à l'économie? Tout ça n'est pas évident, donc ça va être compliqué. Donc la conclusion là-dessus, c'est qu'on a des risques faibles de faillite bancaire à court terme, mais en revanche, ils commencent à devenir très élevés à moyen terme, extrêmement forts à long terme, moyen terme étant 24 mois, pour vous donner un petit repère temporel. Les mesures d'urgence que vous pouvez prendre, elles ne sont que de bon sens. Répartissez vos économies sur plusieurs établissements. Ne vous focalisez pas sur cette idée de 100 000 euros de garantie en disant moi si j'ai 30 000 euros, je suis tranquille, j'ai pas besoin de répartir. Non. Dans la vie, on répartit toujours. On a toujours plusieurs banques. Toujours, parce que si vous avez un problème sur l'une, vous pouvez vous en sortir avec l'autre. Donc on a toujours plusieurs banques, on a toujours plusieurs fournisseurs, on n'est jamais dépendant. Donc on a une stratégie d'indépendance. Et la stratégie d'indépendance et la stratégie de risque mesuré et de risque maîtrisé passe systématiquement par un mot qu'on appelle la diversification. Donc vous diversifiez vos banques. Vous avez 30 000 euros, vous pouvez avoir 2 banques avec 15 000. Vous avez 30 000 euros, vous pouvez aussi avoir 3 banques avec 10 000 euros. C'est à vous de voir, à vous de gérer, vous faites comme vous voulez, mais moi je vous invite vraiment à répartir. Moi je ne sais pas si demain vous avez une catastrophe absolue économique, je ne sais pas si cette garantie des dépôts à 100 000 euros, vous avez vu qu'elle ne tient pas la route en fait dans les faits. Donc la question c'est est-ce que l'État, est-ce que la Banque centrale européenne, française si jamais l'euro explosait, serait en mesure de garantir ces euros sans inflation ou hyperinflation? Vous en savez rien, j'en sais rien. Donc dans tous les cas, on répartit et on ne prend pas le risque. Et encore une fois, face je gagne, pile je ne perds pas. Avoir plusieurs banques, ça coûte un petit peu en frais, effectivement. Il y a moyen de les limiter, c'est vrai aussi. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler. Et vous voyez où est-ce que vous placez le curseur. Et là, c'est à vous de définir votre stratégie. Vous pouvez retirer un peu de cash d'avance, mais évidemment, pas trop. Alors, pourquoi en retirer un petit peu? Tout simplement pour pallier à d'éventuelles restrictions ou à d'éventuelles coupures. Soit les retraits aux distributeurs sont limités, soit tout simplement il y a une panne ou il y a un arrêt. Soit national, soit purement sur une banque. Enfin bon, voilà. Donc, pareil, ça on anticipe, on le fait suffisamment en avance pour pas avoir à le faire en courant. Donc, le problème ne se posera pas à court terme, mais il se posera évidemment à moyen terme. Et évidemment, il faut suivre avec attention l'évolution de la situation parce qu'il y a des critères pour voir
le risque bancaire augmenté. Donc pour mes amis abonnés à la lettre stratégie, je vous ai préparé ce flash stratégie d'une trentaine de pages consacrées justement à ce risque bancaire, aux mesures que vous pouvez prendre qui vont plus loin évidemment que celles que je viens de vous expliquer là, avec la liste des banques les plus solides, pourquoi et comment. Que faire avec vos crédits, que faire en fonction des supports que vous détenez, c'est-à-dire que chaque support n'est pas traité de la même manière comptablement, donc il ne se situe pas de la même façon dans le bilan actif ou passif de la banque. Là en l'occurrence c'est généralement dans le passif. Que faire avec les coffres que l'on peut avoir dans une agence bancaire, si vous avez un coffre-fort que vous louez, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se gère, comment ça se prépare, que faire évidemment avec les comptes professionnels, faut-il souscrire à un PGE, c'est-à-dire un prêt garanti par l'État quand on est un entrepreneur ou qu'on a une entreprise, et les indicateurs avancés de risque de faillite à suivre, voilà par exemple les thèmes que j'aborde dans ce flash stratégique qui va vous donner des pistes, des réflexions extrêmement précises pour permettre de construire vos propres stratégies de résilience et de résistance par rapport à ce risque de faillite bancaire. Vous avez le temps de le faire et donc c'est justement maintenant qu'il faut commencer à y penser très sérieusement. Le déconfinement va commencer le 11 mai de manière progressive et c'est maintenant qu'on a du temps de réflexion qu'il faut penser, mettre au point nos stratégies, vos stratégies et savoir ce que vous allez dérouler à partir du 11 mai car la fenêtre de tir qui va s'ouvrir, elle va être réelle, mais personne ne sait, aucun de nous ne sait comment, quand elle va se refermer. Et il se pourrait qu'elle ne reste pas ouverte aussi longtemps qu'on peut l'espérer. En tout cas, c'est le scénario, encore une fois, sur lequel j'invite tout le monde à réfléchir. C'est, encore une fois, on espère le meilleur, on prie pour le meilleur, on souhaite le meilleur à tous et à chacun, mais en revanche, on se prépare à quelque chose qui pourrait être plus durable, plus contraignant, plus compliqué, sur un temps beaucoup plus long. Voilà. Et donc, encore une fois, face je gagne, pile je ne perds pas, je me prépare au pire, j'espère le meilleur, et tout va bien. Encore une fois, un homme préparé en vaut deux, un homme averti en vaut deux, un homme averti et préparé en vaut quatre, et évidemment ça marche aussi avec les dames. Voilà, alors oui, dernière petite chose, normalement, je vais réussir parce qu'il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse de m'expliquer comment ça marchait. Là-haut, là, dans le coin de la vidéo, normalement, il va y avoir un petit i ou une petite icône grise là qui va vaguement apparaître dans le haut de la vidéo. Et donc, si vous cliquez dessus, eh ben, vous pourrez arriver directement sur le site pour avoir lettre stratégie. Et puis c'est également un moyen évidemment de soutenir ce travail. Si vous avez été content, et j'espère que vous le serez sur cette vidéo, vous me mettez mon gros doigt de schtroumpf bleu qu'on appelle un pouce. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d'information sur le site Insolentiae. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et puis évidemment à la lettre stratégie pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et de mettre en place des stratégies peut-être plus précises et plus construites. D'ici la semaine prochaine, nous n'aurons pas de faillite bancaire à mon sens et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je vous souhaite surtout une très belle semaine, un très beau début de semaine. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous prenez grand soin de vous, vous prenez grand soin de vos proches, vous faites bien attention parce qu'évidemment, chaque vie compte et nous sommes tous très importants. Merci pour votre attention les amis et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.